Bon, bonsoir à tous, merci d'être là. Merci à GConf pour l'organisation et l'invitation. Si vous étiez là pour la présentation précédente d'Olivier, vous allez voir que vers la fin de la mienne, il y a des parallèles assez intéressants à tracer avec la sienne. Ce que je vais vous raconter ce soir, c'est essentiellement d'ailleurs une démarche très, très personnelle qui vient d'une idée qui me trottait dans la tête depuis vraiment très très longtemps, que j'ai fini par mettre un peu sur le bureau de recherche il y a quelques années et qui a fini par déboucher sur 2 articles dont je vous donnerai les liens si ça vous intéresse évidemment, et puis une keynote que j'ai faite à une conférence il y a 2 ans à Oxford, que je vous restitue en français cette fois-ci, mais ça explique le fait que les transparents soient en anglais. Voilà. Alors il s'agit de parler de liens assez fascinants entre les mondes biologiques et informatiques. Et en fait, en guise de... Alors je vais pas commencer par ça, en guise de témoignage de la grande confiance que j'ai en vous, spécialement en vous ce soir qui avez eu le courage de venir écouter, et ben, je vais commencer par vous livrer une partie assez importante de mon intimité personnelle. Mais rassurez-vous, il n'y a aucun attentat à la pudeur ce soir, restez. Je vais juste vous montrer une photo d'une des toutes premières échographies de ma fille qui a maintenant 12 ans. C'est toujours un moment particulièrement émouvant pour moi de revoir ces images. Alors, pourquoi je vous montre ça? Parce que vous verrez quand vous aurez des enfants, mes jeunes amis, la première ou les premières échographies de vos bébés, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. C'est la nature à l'œuvre, c'est totalement fascinant, un peu surréaliste. Et normalement, ce sont des moments qui sont très très beaux. Et alors, dans le cas de ma fille, il y a une douzaine d'années, donc c'était à la fois un moment très beau et assez terrifiant. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'obstétricienne, qui était une dame extrêmement gentille, a voulu nous impliquer dans l'échographie. C'est assez rare, hein, c'est suffisamment rare pour être noté. Quand un toubib s'occupe de vous et vous considère pas juste comme un objet de travail, mais qui voit qu'il y a un être humain à l'intérieur du corps qu'il est en train de tripoter, c'est vachement bien. Et donc l'obstétricienne était comme ça, elle voulait nous faire participer à l'échographie, et donc elle était très proche de nous, elle nous expliquait tout ce qu'elle faisait, donc elle passait l'appareil sur le ventre de la maman, et puis on commençait à regarder un peu ce qui se passait. Et donc on voit arriver cette image de ma fille à naître, donc. Grand moment de fascination, et l'obstétricienne qui commence à dire, donc maintenant on va essayer de regarder un petit peu où sont situés les organes. Alors elle bouge l'appareil sur le ventre, et puis on tombe sur les poumons. Et elle dit donc voilà, alors là vous voyez, là, on voit les 2 poumons, apparemment ils ont l'air bien formés. Ah bon, oui, c'est cool, merci beaucoup. Et puis elle continue comme ça, elle trouve un bras, elle trouve le 2e bras, elle descend en bas du bras. Et puis elle regarde, elle dit alors on va compter les doigts maintenant. Là il y a un petit doigt, oh qu'elle est mignonne cette petite main, un petit doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts. Vous voyez, il y a le bon nombre de doigts. Et nous on était là, on commençait à flipper un peu. Et puis elle continue comme ça, puis après elle remonte, regardez, on voit sa petite frimousse, son petit bout de nez, oh comme c'est mignon. Puis maintenant on va mesurer la largeur du cou. Elle prend ses mesures, on mesure la taille de la nuque, et puis elle nous dit très gentiment, avec beaucoup de précautions, voilà, a priori, étant donné la taille du fœtus, etc., puis la largeur de la nuque, on peut probablement déduire qu'elle n'aura pas de trisomie. Et là, ce qui devait normalement être un moment particulièrement émouvant et beau, c'est devenu un cauchemar, en gros. Parce que pendant que l'obstétricienne, qui était vraiment très sympa, était en train de nous expliquer tout ce qui allait bien, nous, tout ce qu'on était en train d'entendre, c'est toutes les choses qui auraient pu tourner très très mal. Vous voyez ? Donc ça, c'est vraiment un choc, en fait. Pour un futur parent, je peux vous dire que c'est très très choquant. Alors pourquoi je vous raconte ça? Je ne vais pas vous le dire tout de suite. Ça, c'est juste pour vous faire un tout petit peu saliver. Ça va, tout le monde salive? Ouais. Bon. Alors, je ne vais pas vous dire exactement pourquoi je vous raconte ça, mais vous allez voir dans quelques minutes qu'en fait, il y a une raison particulière que je vous donnerai tout à l'heure. Alors en fait, ce que je vais commencer par faire pour rentrer dans le vif du sujet, c'est de vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur dans mon métier de chercheur notamment, mais pas que. C'est une notion importante pour moi qui s'appelle la transversalité. Alors ce que j'appelle transversalité, en fait, c'est une activité qui consiste à tracer des liens, lancer des ponts entre des disciplines qui sont a priori décorrélées les unes des autres, voire qui n'ont peut-être même aucun rapport
l'une avec l'autre. Alors ça peut être des disciplines plus ou moins proches. On peut par exemple imaginer tracer des ponts entre différents domaines scientifiques, voire même entre différents domaines informatiques ou différents domaines biologiques. Mais ça peut aussi être tracer des ponts entre des disciplines qui sont vraiment complètement différentes et qu'a priori tout sépare. Par exemple, et ça m'est arrivé aussi à d'autres occasions, si ça vous intéresse d'ailleurs je pourrais vous raconter ça une autre fois, on peut s'amuser aussi à tracer des ponts par exemple entre les sciences et les arts, par exemple entre l'informatique et la musique, ou même aller jusqu'aux arts martiaux, enfin tout un tas de choses comme ça. C'est ça que j'appelle la transversalité, c'est essayer de voir l'unification qu'il y a derrière des disciplines qui a priori sont complètement distinctes. Voilà. Une des raisons fondamentales, je pense, qui pousse beaucoup de gens, je ne suis pas loin d'être le seul à aimer bien comme ça travailler sur ces notions de transversalité, c'est essentiellement la soif de connaissance et la curiosité, ce qui est aussi un petit peu l'apanage de tout chercheur qui se respecte, hein, il n'y a pas de hasard là derrière. Je me rappelle très bien quand j'étais à votre place d'ailleurs, quand j'étais étudiant, au moment où je faisais mes études d'ingénieur, arrivé en 3e année, j'avais vraiment pas envie d'aller bosser du tout. Parce que je me serais vu continuer à être sur des bancs d'un amphi, à apprendre plein de trucs, et ça pendant très longtemps. Donc j'avais pas du tout envie de rentrer dans la vie active, je voulais continuer à être étudiant. Alors du coup, je me suis dit, après mon diplôme d'ingénieur, je vais faire une thèse. Voilà. Donc j'ai fait une thèse, et arrivé à la fin de la thèse, je me suis dit, j'ai pas du tout envie d'aller bosser en fait. J'aimerais bien continuer à être étudiant thésard à vie. Et quand je peux faire pour faire ça, en fait, je suis devenu chercheur. Alors ça ne veut pas dire que les chercheurs ne travaillent pas. Ça veut dire que les chercheurs sont un peu des étudiants à vie. Je le répète assez souvent, vous m'avez peut-être déjà entendu le dire. Voilà, donc un chercheur fondamentalement, mais il n'y a pas besoin d'être chercheur pour ça. Mais si vous êtes chercheur, fondamentalement, vous avez un esprit profondément curieux et vous aimeriez bien passer votre vie à apprendre des nouvelles choses en permanence, voilà, sans nécessairement produire quoi que ce soit de concret d'un point de vue, par exemple, industriel. Donc ça, c'est une des motivations fondamentales qui pousse les gens à faire de la transversalité. La transversalité, c'est découvrir des nouvelles choses qui lient des disciplines décorrélées les unes des autres, et donc par là même augmenter la quantité de connaissances dont on dispose. Mais il n'y a quand même pas que ça qui pousse les gens à adopter une attitude comme ça transversale et à être fascinés par les liens transversaux. Il y a aussi quelque chose de plus profondément ancré dans nous. Quand je dis nous, je parle de l'espèce humaine en fait. D'ailleurs, voilà, il y a François Jacob, là, dont je vous propose une citation. François Jacob, c'est un biologiste très connu qui a été prix Nobel, si mes souvenirs sont bons, de physiologie en 1965. Alors François Jacob, il dit quelque chose qui est assez important pour moi, que je vais tenter de vous traduire dynamiquement de l'anglais vers le français. Donc il dit... C'est un prérequis pour le cerveau humain de mettre de l'ordre dans l'univers, carrément. On y va là dans les grandes largeurs. On peut éventuellement ne pas être en accord avec les systèmes explicatoires que les mythes ou la magie, et en fait il voulait dire aussi par là les systèmes religieux offrent, mais on ne peut pas leur dénier une certaine forme de cohérence. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que profondément ancré en nous, dans l'espèce humaine, il y a non seulement une soif de connaissance, mais il y a un besoin de compréhension. Hein, c'est le premier point qui est tout à fait là-haut. On a besoin de comprendre l'univers dans lequel on évolue. Voilà. Et alors là-dedans, il y a la science et la religion, par exemple, qui interviennent. Un autre truc qu'on peut dire, alors ça c'est Jean Perrin, c'est un autre biologiste, c'est pas un biologiste, c'est un physicien, lui qui a aussi été prix Nobel d'ailleurs, mais alors beaucoup plus tôt si mes souvenirs sont bons, dans les années 20. Jean Perrin disait la chose suivante: le cœur du problème, c'est toujours d'expliquer le visible compliqué par l'invisible simple. Alors là, ce qu'on voit, c'est un petit peu la même chose que ce que François Jacob disait, c'est-à-dire le besoin de comprendre dans le monde dans lequel on évolue, qui a priori est compliqué, mais par contre, ce qu'il rajoute par rapport à ce que disait François Jacob, c'est le besoin qu'on a d'expliquer le monde dans lequel on vit, et qui est compliqué, par des choses qui sont simples et qui ne sont pas visibles, c'est-à-dire finalement une forme d'abstraction. Voilà. Alors ça veut dire quoi en gros ? Ça veut dire que, si vous voulez, quand la foudre s'abat sur la Terre, quand il y a de l'orage dehors, il y a à peu près 2 explications possibles. La première, c'est qu'il y a un rééquilibrage électromagnétique dans l'atmosphère,
parce qu'il y a des particules chargées dans les nuages, et qu'à un moment donné, il y a une différence de potentiel qui est telle qu'on a besoin de rééquilibrer les conditions électrostatiques. Voilà. Bon, ça c'est scientifique. Il y a une autre explication qui est que Dieu est très en colère après vous, et donc la foudre s'abat sur nous, pauvres mortels, parce que vraiment il est très très énervé là-haut. D'accord ? Voilà. Alors je vous laisse le loisir de choisir l'explication que vous préférez. Je ne veux pas rentrer dans ce débat, mais par contre, il y a une chose qui est indéniable, c'est que ces deux explications-là, ben, elles vont dans le même sens. Elles poursuivent le même objectif. L'objectif, c'est expliquer le monde dans lequel on vit. Voilà, c'est tout. Donc quelque part, au cœur de l'humanité, la religion qui est une forme de recherche de connaissances et d'explication, et la science aussi. D'accord ? Alors, à côté de ça, il y a quand même une différence fondamentale entre la religion et la science. Est-ce que parmi vous, il y en a, si, je pense que tout le monde était là quand j'ai fait la petite conférence d'introduction au monde de la recherche en SP. Donc, je vous ai déjà raconté un petit peu ces choses-là. Hein. Mais rassurez-vous, ça ne va pas prendre aussi longtemps que pour la conférence en question. Alors, la différence fondamentale qu'il y a entre les systèmes explicatoires de type religieux ou les mythes et les systèmes scientifiques, c'est que quand vous êtes dans le domaine religieux, vous n'avez pas à justifier quoi que ce soit. C'est-à-dire que si, par exemple, le monde a été créé en 7 jours, et si vous ne me croyez pas, ça veut dire que vous êtes un hérétique et vous allez brûler sur le bûcher. C'est tout. Donc, je n'ai pas à justifier, c'est comme ça. Voilà. Par contre, si j'essaye de vous expliquer scientifiquement que le monde a été créé en 7 jours, vous n'allez pas me croire et vous aurez le droit de ne pas me croire. Et je dirais même plus, c'est pire que ça, c'est que vous aurez même le devoir de ne pas me croire. Parce qu'une des particularités de l'activité scientifique, c'est qu'on est obligé de passer par de la réfutabilité. C'est-à-dire que si je vous propose une affirmation, il faut que je sois capable de la prouver. Et vous, il faut que vous soyez aussi capable de produire des expérimentations qui vous permettent soit de confirmer, soit d'invalider les théories que je vous propose. Et ça, dans le domaine religieux, ça n'existe pas. Dans le domaine scientifique, c'est nécessaire. D'accord ? Donc, de ce point de vue-là, la science est fondamentalement différente de tous les autres systèmes d'explication qu'on puisse imaginer. En science, si on veut affirmer quelque chose, on est obligé de confronter l'hypothèse à la réalité. On est obligé de confronter, si vous voulez, le factuel à la théorie. Voilà. Et pour faire ça, il n'y a qu'une manière de le faire, c'est l'expérimentation. Faire des expériences et voir ce qui se passe. Et là, du coup, on a un très gros problème. C'est que si vous voulez expérimenter votre grande théorie qui explique l'univers, et que vous voulez faire une expérience pour voir si votre théorie qui explique l'univers marche ou pas, eh ben c'est un peu compliqué, parce que pour l'instant, on n'a pas ça, on ne sait pas faire, et puis de manière, on n'a pas de théorie globale qui explique l'univers. On essaye, mais on ne sait pas. D'accord ? Par contre, ce qu'on sait faire, en fait, c'est compartimenter. C'est-à-dire que dans le domaine scientifique, vous ne pouvez pas expliquer l'univers dans son ensemble, et certainement pas en disant qu'il a été créé en 7 jours. Par contre, ce que vous pouvez peut-être essayer de faire, c'est faire des petites expériences locales à certains endroits. Donc je prends un petit bout de truc, j'ai une petite idée, je construis une petite théorie quelque part, j'essaye, ça marche ou ça ne marche pas. Si ça ne marche pas, je modifie, je recommence, puis à un moment donné, je vais expliquer un petit phénomène à un certain endroit. Un peu plus loin, je vais expliquer un autre petit phénomène, et ainsi de suite. D'accord ? Voilà. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient ce qu'on appelle un parcellement de la science. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable d'expliquer l'univers dans son ensemble. Du coup, vous faites des théories un petit peu à droite à gauche et vous obtenez une grande quantité de petites théories locales. Et donc la science est découpée en petits morceaux. Les domaines scientifiques aujourd'hui sont découpés en petits morceaux. Il y a des experts sur plein de petits bouts. Mais après, on se retrouve dans une espèce de grand bazar dans lequel il y a des tas de trucs un peu désordonnés et on ne sait pas trop quoi en faire. Alors, il y a des techniques pour arriver à reconstruire ce que la science a été obligée de détruire pour expérimenter. Alors, François Jacob, encore lui, explique ça très bien. Il dit « Le début de la science moderne, on peut considérer que ça a commencé en fait quand on a arrêté de se poser des questions comme comment l'univers a-t-il été créé, ce à quoi la religion pourrait répondre, mais pas la science. Et au lieu de se demander ça, on se demande juste, par exemple, pourquoi une pomme tombe. Voilà. Donc ça, c'est une forme de parcellement. C'est-à-dire qu'on va prendre un petit problème local et on travaille juste là-dessus. Toujours François Jacob dit aussi quelque chose d'intéressant. Il dit que dans l'histoire des sciences,
les avancées importantes qui ont été produites ont souvent été produites en traçant des ponts au-dessus de ce qu'il appelle des gaps, c'est-à-dire en fait des creux, c'est-à-dire des endroits où on ne sait pas ce qui se passe. Par contre, on sait ce qui se passe à gauche, on sait ce qui se passe à droite, et hop, on trace un pont. D'accord ? C'est le cœur de ce que je vous raconte ce soir, hein, tracer des ponts. Ce soir, on va particulièrement tracer des ponts entre informatique et biologie. C'est exactement la motivation profonde dont il est en train de parler ici. Et encore plus intéressant, il dit aussi que le résultat qu'on obtient vient de l'observation que des phénomènes qui auparavant étaient perçus comme séparés sont en fait des visions sous des angles différents de quelque chose qui est unique. Autrement dit, on part de deux domaines qui a priori sont complètement décorrélés et on finit par se rendre compte qu'en fait il s'agit d'une seule et même chose, mais vue sous des angles différents. Voilà. D'accord ? C'est exactement ce que je vous disais au début en fait. Et ça c'est très intéressant. Alors Antoine Danchin rajoute là-dedans quelque chose d'important aussi, qui est ce que lui considère comme étant une mesure du progrès. Antoine Danchin, c'est aussi un biologiste français qui est assez connu parce qu'il a beaucoup travaillé au niveau cellulaire et il a beaucoup fait des ponts d'ailleurs entre la notion de calcul ou la notion d'ordinateur et la notion de cellule, et j'y reviendrai en long, en large et en travers dans cette présentation. Alors voilà ce que dit Antoine. Alors, c'est un contemporain, Antoine Danchin, il est toujours vivant et il travaille toujours. Voilà ce qu'il dit. Il dit: quand la science progresse, il y a une décroissance stable du nombre de postulats sur lesquels on a besoin de s'appuyer pour expliquer les choses. D'accord ? Alors, si vous avez peut-être entendu parler déjà des problèmes d'unification en physique, hein, c'est exactement de ça dont on est en train de parler. La décroissance du nombre de postulats sur lesquels on se base, ça consiste effectivement à réunifier des choses qui étaient cassées auparavant. Parce que si vous réunifiez des domaines a priori distincts sous une même théorie, vous avez besoin d'une moins grande quantité de postulats théoriques pour expliquer les phénomènes. D'accord ? Voilà. Alors finalement, pour résumer tout ça, on pourrait dire la chose suivante. Au départ, très profondément ancré dans l'humanité, finalement, il y a une soif de connaissance et une recherche un peu permanente de comprendre l'univers dans lequel on vit. D'accord ? À partir de là, vous avez deux manières d'y parvenir. Il y a la manière brute, les mythes, la religion, tout ce qui relève de la magie, de tout ce qui n'est pas rationnel. Et là, on a le droit de proposer des explications qui ne sont pas réfutables. C'est juste comme ça que ça fonctionne. Et du coup, on peut passer directement à une explication globale. Il n'y a pas de souci. D'accord ? Si vous passez par contre par l'approche scientifique, ce qui va se passer, c'est que vous êtes obligé de confronter vos hypothèses à la réalité des choses. Et pour faire ça, vous ne pouvez pas le faire à l'échelle globale. Donc vous êtes obligé de morceler en tout petits morceaux, étudier ce qui se passe localement, d'accord ? Donc ça, c'est la phase d'expérimentation. Mais une fois que vous avez fait ça, il y a une deuxième phase qui est peut-être même la plus intéressante pour les scientifiques, c'est reconstruire ce que vous avez cassé en petits morceaux, donc recoller les morceaux pour retourner vers quelque chose qui soit complètement unifié. Et dans ce cas-là, il y a des gens qui disent que le vrai progrès, c'est à ça qu'on le mesure. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tout cassé pour regarder comment fonctionnent les petits bouts les uns à côté des autres, plus on est capable de recoller les pièces et donc de diminuer le nombre de théories nécessaires pour expliquer l'univers, plus on est capable de faire ça, plus la science progresse. Est-ce que c'est clair jusque-là ? Ouais, ça va ? Oui. Je t'écoute. Il est là. Je ne sais pas s'il est là. Vous avez parlé de domaines scientifiques qui, je ne sais comment, se regroupent, s'unifient jusqu'à devenir les deux mêmes. Est-ce qu'il y a des exemples pour ça ? Est-ce que c'est déjà arrivé ? J'en ai plein et on va y venir tout de suite. Ah. Je te remercie beaucoup pour ta question. Ouais. J'avoue que la démarche scientifique n'a rien à voir avec la démarche religieuse. Mais en maths, on admet quand même des postulats. Oui, c'est comme ça, mais sans que ça, on ne peut rien faire. Du coup, c'est pas. Il y a quand même des postulats. Oui, je nie pas la nécessité de postulats. La seule chose que j'ai dit, c'est que ce qu'on cherche à faire, c'est réduire la quantité de postulats nécessaires. La démarche d'unification, c'est ça. On part d'un état où on a plein d'hypothèses de départ. Et à l'arrivée, on en a beaucoup moins, et avec beaucoup moins d'hypothèses, on arrive à expliquer autant de choses que précédemment. Et ça, c'est un progrès. D'accord ? Parce que ça veut dire qu'on simplifie en fait les explications. C'est ça que je suis en train de dire. Voilà. Alors parlons un petit peu maintenant des modèles transversaux qui existent, justement. Il y a des tas de modèles transversaux, et donc, pour répondre à ta question, on va voir une quantité importante d'exemples.
puisque nous, on est des informaticiens, il y en a un que je ne résiste pas à vous citer en premier, c'est celui des design patterns. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde ou pas. Non? Qui a entendu parler des design patterns? Des patrons de conception, on dit en français. Ouais, sans blague. Bon, si vous ne l'avez pas encore vu dans votre scolarité, vous le verrez probablement dans pas très longtemps. Un design pattern, qu'est-ce que c'est? Ou un patron de conception en français. C'est quelque chose en fait qui correspond à l'idée que quand par exemple vous écrivez du code, vous écrivez du code dans un langage X, peu importe le langage. Il y a 99,99% de chances qu'à un moment donné vous soyez bloqué sur quelque chose, mais que quelqu'un avant vous se soit posé la même question et qu'on ait déjà trouvé une solution élégante à ce problème. D'accord? Donc, étant donné un certain problème que peut-être, comme ça, a priori, vous avez du mal à résoudre parce que le langage, par exemple, ne vous aiderait pas trop, eh bien, quelqu'un avant vous a un patron de conception qui va vous dire « ce cas de figure, on le reconnaît, il est bien connu, tout le monde s'est posé ce problème-là un jour, on a réfléchi dessus et il existe des solutions toutes faites qui vous permettent de résoudre le problème en question. » Voilà. Donc c'est ça un patron de conception. Hein. Un problème classique, une solution classique aussi. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, les informaticiens ont un petit peu tendance à l'oublier, c'est dommage, c'est que la notion de design pattern en informatique, c'est en fait une notion qui n'est pas née en informatique. C'est une notion qui est née dans le domaine de l'architecture. La première personne à avoir pensé et utilisé la notion de patron de conception, c'est un architecte qui s'appelait Alexander, et qui a écrit carrément tout un livre sur les design patterns en architecture, c'est-à-dire les motifs classiques que les architectes utilisent, comment les utiliser, comment les articuler entre eux, etc., etc. Puis un peu plus tard, il y a des informaticiens qui ont trouvé cette idée géniale et qui se sont dit, mais en fait, ça s'applique aussi à notre discipline. Et en fait, voilà le premier exemple, hein, pour commencer déjà à répondre à ta question. C'est intéressant parce que ça s'applique aussi à notre discipline dans l'informatique. Et c'est vrai que quand les gens utilisent Java ou C++, par exemple, mais 99 fois sur 100, vous avez les mêmes problèmes que vos prédécesseurs. Et dans ce cas-là, il y a des motifs classiques qui reviennent, des motifs de programmation classiques, et à la limite, d'une certaine manière, il n'y a même plus à réfléchir. Et puis, il suffit de prendre un bouquin dans lequel les design patterns sont classés, c'est le Goff Book dont je parle ici, et puis vous l'ouvrez à la page « J'ai ce problème-là », et là, pouf, il y a la solution qui vous est apportée. Alors, Goff, ce livre-là est très connu, on l'appelle le Goff Book. Goff, en fait, G-O-F, ça veut dire « Gang of Four ». C'était les 4 auteurs du livre, c'est le premier livre sur les design patterns qui est sorti, avec notamment Eric Gama parmi les auteurs. Et alors, pardon ? Non. Et ce qui est intéressant, c'est que ce livre-là, il a déclenché une espèce d'hystérie collective dans la communauté des développeurs au moment où il est sorti. Alors Linda Rising, qui est une chercheuse américaine, décrit, elle était là depuis le début à peu près, et puis elle continue à évoluer très activement dans le monde des design patterns. Elle explique un peu l'hystérie collective qui s'était emparée des informaticiens à l'époque, en disant ça. C'était il y a quelques années à la conférence où j'ai présenté ça la première fois. Elle disait, on était tous tellement excités par la sortie de ce livre qu'on s'est précipité en librairie le jour officiel de la sortie. Et personnellement, quand je parle à sa place, personnellement, quand je suis arrivé en face de la librairie en question, il y avait déjà une telle queue que ça sortait du magasin et ça s'étendait jusque sur le trottoir. C'est-à-dire qu'au moment où le premier bouquin sur les design patterns est sorti, tous les développeurs se sont rués dessus. Voilà. Alors ça, c'est intéressant parce que ça vous montre bien que tout le monde était fasciné par le sujet. Et en plus de ça, tout le monde était fasciné par cette idée de transversalité consistant à prendre une idée qui était sortie du monde de l'architecture et à l'appliquer dans le monde de l'informatique. Voilà. Donc s'il fallait juste un exemple pour vous montrer à quel point c'est important pour nous, les informaticiens, celui-là, c'est probablement l'exemple le plus parlant. Voilà. Alors en fait, il y en a plein des exemples comme ça. Je vais continuer à vous en donner quelques-uns. Quelquefois, cette idée de transversalité, ce besoin qu'on a de tracer des ponts entre des disciplines qui sont différentes, qui sont décorrélées les unes des autres ou indépendantes les unes des autres, ça peut aller très très loin. Et à mon avis, ça va même tellement loin que quelquefois, on peut observer des gens qui ont ce souci en tête, mais qui s'en rendent même pas compte. Alors ça, c'est aussi marrant parce que ça veut dire que pratiquement, c'est quelque chose qui doit être ancré dans notre inconscient.
Alors un exemple aussi que je vous donne ici, qui est typique, c'est le travail de Lehman dans les années 50. Alors Lehman, c'est un informaticien, c'est un des pionniers de ce qu'on appelle le software evolution, c'est-à-dire la vision qu'on a du logiciel en termes évolutifs. Lehman a beaucoup travaillé là-dessus. Et alors, ce qui est assez intéressant de voir, c'est que dans ses premiers travaux là-dessus, il y a un article fondateur sur l'évolutionnisme dans le logiciel qui date des années 50. Alors voilà ce qu'il dit dedans. Ça vous montre, c'est encore une manière d'appuyer mon discours. Beaucoup de concepts et de techniques présentés dans cet article. Là, dans cet article, il parle de logiciel et de l'évolution du logiciel au cours du temps. Donc beaucoup de concepts et techniques présentés ici pourraient se retrouver appliqués à l'extérieur du domaine des systèmes logiciels, par exemple dans des industries, dans les sciences sociales, voire dans l'économie, etc., etc. Alors pourquoi c'est intéressant ça? Parce que en fait, quand j'ai lu il y a des années ces premiers travaux, et en particulier ce passage-là, vous voyez que jamais il parle de biologie là-dedans. Et pourtant, tout son papier, si vous le lisez aujourd'hui avec toutes les connaissances qu'on a engrangées depuis cette époque, la biologie vous saute à la figure, littéralement. Il parle d'évolution. L'évolutionnisme, aujourd'hui, c'est de la bio, quoi. On parle des organismes biologiques qui évoluent. Donc tout son travail, en fait, était complètement ancré dans la notion d'évolution au sens de la biologie. Et pourtant, il n'y a pas une fois le mot biologie dans ses articles fondateurs. Et ça, c'est vachement rigolo. Alors, c'est juste mon hypothèse personnelle, mais pour moi, ça signifie qu'en fait, c'était déjà présent dans son esprit, mais il s'en était peut-être même pas rendu compte au moment où il a commencé à travailler sur l'idée. Voilà. Mais ce souci de transversalité était déjà là, et il était au niveau inconscient, en fait. Alors, continuons un petit peu dans les modèles transversaux. S'il y en a un, alors tout à l'heure, j'ai parlé des design patterns. Il y en a un aujourd'hui qui est complètement universel, et que, en fait, alors quand je dis universel, ce que je veux dire par là, c'est qu'à peu près toutes les disciplines scientifiques aujourd'hui s'appuient dessus et s'appuieront dessus pour encore bien des années. C'est le domaine ce qu'on appelle les systèmes complexes et des réseaux. Alors les réseaux, on en a déjà parlé. Alexandre en a parlé, Olivier en a parlé aussi. Alors globalement, un système complexe, en termes très simples, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement l'étude d'un système composé de très nombreux composants, indépendants les uns des autres, et qui communiquent entre eux. C'est aussi vague que ça. Donc vous voyez bien qu'avec une définition aussi vague de ce que c'est qu'un système complexe, on voit bien que ça peut être applicable dans à peu près toutes les disciplines qui existent. Alors pourquoi la notion de système complexe est liée aux notions de réseau? Parce qu'un réseau, conceptuellement, c'est un outil très pratique et très naturel pour représenter, pour modéliser un système complexe. Pourquoi? Parce que si vous utilisez un réseau pour représenter un système complexe, naturellement, dans un réseau, les nœuds vont représenter les composants du système et les connexions entre les nœuds vont représenter les interactions entre les différents composants du système en question. Voilà. D'accord? Donc système complexe et réseau qui est la manière de les modéliser. Alors, voilà ce que dit Wilson sur cette notion-là. Le plus gros défi qu'on a aujourd'hui, et pas seulement, Wilson est un biologiste, et pas seulement en biologie cellulaire ni en écologie, mais dans tous les domaines scientifiques, c'est la description précise et complète des systèmes complexes. Voilà, donc c'est exactement ce que je viens de vous dire, mais si vous ne me croyez pas sur parole, vous pouvez croire ces gens-là qui sont bien plus connus que moi dans leur discipline. Strogatz, qui est alors comment on dit en français, un cybernétiste, un truc comme ça, bon, un type qui fait de la cybernétique. Alors voilà ce qu'il dit lui. Il dit, sur le plus long terme, le raisonner en termes de réseau va devenir essentiel dans toutes les branches de la science, dans le sens où nous sommes en lutte permanente pour récupérer des données, par exemple de la neurobiologie, de la génomique, qui est aussi une discipline dans laquelle on manipule des énormes quantités de données, dans le monde de la finance et dans le monde du World Wide Web. Alors, je ne sais pas pourquoi le W3 ça lui est venu à l'esprit, mais en tout cas peut-être parce qu'il travaillait dessus à l'époque. Mais voilà, donc ça c'est une autre manière encore de formuler les choses. Les systèmes complexes et leur modélisation sous forme de réseau, on les retrouve partout. D'accord ? Donc là on est fondamentalement dans la transversalité.
un écosystème, c'est un système complexe. Moi, je suis un système complexe dans le sens où je suis un organisme multicellulaire très très évolué comme tous les êtres humains et comme la plupart des animaux. Un monde socio-économique, c'est un système complexe. Une interaction politique entre pays au niveau international, c'est un système complexe. Le climat, c'est un système extraordinairement complexe, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est probablement aujourd'hui le modèle transversal le plus connu, sur lequel les gens travaillent le plus, et le plus important, en fait. C'est un système qui unifie un petit peu tout. Voilà. Ça c'est Yuri Alon. Alors, ça c'est un autre biologiste israélien. Alors lui, il explique ça de la manière suivante. Alors ça c'est intéressant parce que c'est un des premiers ponts justement. On y vient progressivement, plus précisément sur les notions de biologie et d'informatique. Donc lui, dans un de ses articles, il dit un des défis scientifiques fondamentaux aujourd'hui, c'est comprendre. C'est très intéressant. Je trouve très intéressante la manière qu'il a de formuler les choses. C'est pour ça que je vous le donne ici. Il dit donc que ce défi fondamental, c'est la compréhension des lois de la nature qui unissent les systèmes évolutifs, donc là il parle de biologie, et aussi les systèmes qui sont créés par ingénierie. Et ça c'est plutôt notre monde à nous. D'accord ? Donc là il y a un parallèle explicite entre les systèmes qui évoluent en biologie et les systèmes qui sont ingénieurés dans les autres disciplines scientifiques, dans les sciences plus dures. Voilà. Donc ça c'est très très intéressant. Alors voilà pour la notion de transversalité en général. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire dans la transversalité entre biologie et informatique. Donc l'idée, c'est de découvrir des ponts comme ça un petit peu étonnants entre la biologie et l'informatique. Alors ces ponts-là, en fait, on peut les trouver, ils peuvent être construits dans les deux sens. On peut partir de l'informatique et aller vers la biologie ou faire l'inverse. D'accord ? Donc on tire des ponts dans les deux directions. Alors je vais commencer par vous citer très rapidement parce que c'est ceux que je maîtrise le moins comme je ne suis pas un biologiste. Par contre, est-ce qu'il y a des biologistes dans la salle ? Non, a priori j'imagine que non. Donc c'est cool parce que je peux vous raconter n'importe quoi, vous allez de toute manière me croire sur parole. Voilà, donc là je suis complètement en confiance en fait, c'est parfait. Alors dans le domaine donc des ponts tirés de l'informatique vers la biologie. Alors ça signifie quoi ? Ça signifie que vous avez des biologistes qui pour leur travail en biologie s'inspirent de modèles qui proviennent de l'informatique afin d'améliorer leur propre travail à eux. Alors, un des tout premiers ponts qui a existé, c'est pas le premier, hein, mais c'est un des tout premiers qui date de 1972. Alors, en fait, il se trouve que les ponts entre biologie et informatique existent depuis pratiquement la naissance de l'informatique. En fait, presque dès le début, on a commencé à avoir ces idées. Vous l'avez vu hein, tout à l'heure, je vous ai parlé de Lehman et de son travail fondateur sur l'évolution des systèmes logiciels. Ça date des années 50. Les années 50, c'est presque le début de l'informatique. Alors, il y a un biologiste en 72 qui s'appelle Carl Hoose, qui travaillait sur des systèmes complexes au niveau macrocellulaire et qui, dans ses tout premiers articles dès 1972, utilise la machine de Turing comme une métaphore représentant le fonctionnement des cellules. Voilà. Alors la machine de Turing, bon, je pense que tout le monde voit ce que c'est. Hein. Oui ou non ? Oui, bon, ça va, ok, très bien. Alors vous voyez, alors par contre, il y a un truc intéressant quand même à remarquer, c'est que Hoose utilise explicitement la machine de Turing pour modéliser le travail qu'il fait en biologie. Donc là, on prend un modèle informatique et on le colle sur une activité biologique. Mais par contre, ça c'est important, à cette époque-là, il considère juste ça comme une métaphore. C'est-à-dire qu'il dit, mon système complexe macrocellulaire, il se comporte un petit peu comme un ordinateur, si vous voulez. Mais pour lui, c'est juste une image. Alors en fait, on va voir un tout petit peu plus tard qu'il y a beaucoup plus que ça aujourd'hui en termes de lien entre la notion d'informatique, la notion d'ordinateur et la notion de cellule. On va voir qu'en fait, aujourd'hui, on a pratiquement la certitude que les cellules sont des ordinateurs à part entière. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Donc à cette époque-là, c'est encore juste une histoire de métaphore. Mais il y a déjà cette idée de prendre un modèle informatique et de l'utiliser dans un travail pour une autre discipline scientifique. Un peu plus tard, en 2001, un autre biologiste, alors est-ce que je vais réussir à le dire, Lakshminarayan. Yes, je suis content, c'est la deuxième fois que j'y arrive. Alors lui, il travaille sur un autre domaine, il travaille sur l'étude des protéines, en particulier les protéines qui sont impliquées dans le fonctionnement du génome. Il travaille donc sur des fonctions, à partir de protéines, sur des fonctions de certaines protéines particulières. Et en fait, il a une expression assez rigolote à cette époque-là. Il parle de faire des expériences in silico.
Voilà, alors le papier dans lequel il parle de ça pour la première fois date de 2001. Donc vous savez tous ce que ça veut dire in vivo, je pense. Hein. Vous savez tous ce que ça veut dire in vitro, faire une expérience in vitro dans un tube à essai. Et alors lui, en fait, il fait des expériences in silico. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des expériences simulées par ordinateur. Pourquoi il fait ça? Parce que dans le papier en question, il explique qu'en faisant ces études du fonctionnement de certaines protéines dans un milieu vivant, il obtient des résultats qui sont moins bons et moins précis que quand il fait ses études simulées par ordinateur. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais en fait il est en train de dire que l'informatique lui donne de meilleurs résultats que la biologie elle-même. Ça paraît un petit peu bizarre. Alors la raison en fait, c'est que quand il fait ses expériences directement dans le monde biologique, il y a énormément de bruit dans ces expériences. Il y a des paramètres qu'il n'arrive pas à maîtriser, il y a des conditions expérimentales dont il n'est pas capable de s'abstraire et qui ont une influence sur le résultat de ses expériences. Et il finit par se dire que s'il le fait dans un ordinateur, les résultats vont être plus proches de ce qui se passe en réalité, non pas parce que l'ordinateur est meilleur que le monde biologique, c'est pas ça, mais parce que sur un ordinateur, il est capable d'isoler les paramètres qui l'intéressent et de faire abstraction de tout le bruit qu'il y a autour de l'expérimentation. Voilà. Alors, un dernier exemple, et je m'arrêterai là pour les ponts de l'informatique vers la biologie. Le dernier exemple, c'est l'utilisation toujours par Yuri Alon un peu plus tard, en 2007, de ce que vous connaissez tous comme étant la théorie des graphes, qui s'est mis à utiliser donc, à une certaine époque pour, alors ça je ne sais même pas si je suis capable de le redire en français, pour travailler sur les réseaux régulatoires de transcription. Alors, je vais pas vous d'ailleurs, en fait, j'ai aucune idée de ce que c'est dans les détails, donc me demandez pas. Tout ce que vous avez besoin de savoir, en fait, c'est que ce travail-là parle de la manière dont le génome fonctionne, dont la manière en fait dont le code génétique est exécuté, hein, je commence déjà à utiliser des termes plutôt informatiques que biologiques. Et pour exécuter du code génétique dans une cellule, en fait, ça passe par l'expression d'un certain nombre de gènes grâce à des protéines qui sont spécialisées. Voilà. Alors c'est de ça que ça parle, les réseaux régulatoires de transcription, les réseaux régulés de transcription. Et Yuri Alon s'est rendu compte qu'un outil mathématique vachement important et très pratique à utiliser pour lui dans ses études expérimentales, c'était la théorie des graphes. Voilà. Bon. Alors il y a plein d'autres ponts qui existent. Hein. Ceux-là, c'est probablement les principaux. Alors maintenant, on peut regarder ce qui s'est passé dans l'autre sens, c'est-à-dire dans quelles conditions existe-t-il des ponts de la biologie vers l'informatique. C'est-à-dire que cette fois-ci, on se met dans la situation inverse. On se met dans la peau d'un informaticien qui va chercher son inspiration dans le monde biologique pour l'appliquer à sa propre discipline à lui. Alors, il y a des ingénieurs parmi vous. Ouais, alors je vous ai raconté ça justement il y a pas très longtemps, il y a quelques semaines. Peut-être un des tout premiers ponts existant entre biologie et informatique, c'est la notion d'orienté objet, le paradigme qu'on est en train d'étudier ensemble en première année. Alors, du coup, vous l'avez déjà entendu, pour les autres, vous ne l'avez peut-être pas encore entendu. La notion d'orienté objet, ce n'est pas du tout d'ailleurs au passage ce qu'on appelle orienté objet aujourd'hui, en fait. Hein. Le terme a été utilisé pour la première fois par Alan Kay, qui est le père de ce paradigme de programmation, mais dans un sens qui n'est pas celui qu'on utilise aujourd'hui. Alors, ce qu'il explique dans une correspondance par mail à je ne sais plus qui, mais c'est dans mes transparents sur le cours d'orientation objet. Il explique qu'en 1967, alors que quelqu'un passait derrière lui et lui demandait ce qu'il était en train de faire, il a répondu « c'est de la programmation orientée objet ». Et à ce moment-là, il pensait la notion d'objet en termes de cellules biologiques ou bien, c'est ça qui est important, cellules biologiques ou bien éventuellement des ordinateurs individuels sur des réseaux et seulement capables de communiquer entre eux par des messages. C'est exactement ce qui se passe dans le monde biologique. Hein. Les cellules sont des entités individuelles qui communiquent par voie chimique, par exemple. Voilà. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que Alan Kay, qui ensuite a conçu le premier langage à proprement parler orienté objet qui s'appelle Smalltalk, inspiré par des techniques présentes dans un langage qui avait été créé avant, qui s'appelle Simula. Et en fait, pour faire ça, Alan Kay avait une vision biologique, une vision qui venait de la biologie. Il s'était inspiré de la biologie pour imaginer un monde informatique dans lequel vous avez des objets comme ça qui sont indépendants les uns des autres, un peu comme des boîtes noires, donc un peu comme des cellules, et qui communiquent en s'envoyant des messages. La communication par envoi de messages, c'est une des manières d'exprimer l'orienté objet aujourd'hui, mais en fait, il y a d'autres paradigmes de programmation aujourd'hui qui correspondent plus à ça. Hein, c'est par exemple les systèmes multi-agents. Voilà.
Donc ça, c'est peut-être un des premiers ponts à avoir existé entre biologie et informatique. Aujourd'hui, on en connaît des tas, il y en a plein. Alors, on a beaucoup déjà dans les 2 présentations précédentes parlé d'intelligence artificielle. Pratiquement 90% de ce qu'on fait en intelligence artificielle, peut-être mis à part les systèmes experts, sont des notions qui viennent de la biologie au départ. Donc, programmation objet, on en a parlé. Les réseaux de neurones, on n'a pas arrêté d'en parler depuis tout à l'heure. On sait très bien que ça vient d'une inspiration des neurones biologiques, en particulier ceux qu'on a dans le cerveau. Les algorithmes génétiques, est-ce que vous en avez entendu parler ? Oui, les algorithmes génétiques. Donc, vous savez que ça suit une idée qui est une idée d'évolution. Donc, vous avez des algos. Vous les faites évoluer, vous passez d'une génération à une autre en introduisant des mutations plus ou moins aléatoires, etc. Puis vous faites évoluer vos algorithmes. C'est ça qu'on appelle les algos génétiques. Voilà. Alors ça fait très longtemps que ça existe. Je me rappelle en 1994, ça commence à dater. Quand j'étais au Japon, il y avait un chercheur dans le bureau d'à côté de moi qui travaillait là-dessus. Et alors il essayait de concevoir des systèmes de correction de bugs par mutation. Je ne suis pas convaincu qu'il ait jamais réussi à faire quoi que ce soit de vraiment concret, mais l'idée était sympa. C'est-à-dire qu'il partait de l'idée d'avoir un exécutable dans lequel il y avait des bugs, donc on savait que le programme était faux, et au lieu d'aller essayer de modifier le code source, il faisait des mutations génétiques sur directement l'exécutable lui-même dans l'espoir de corriger les bugs en question. Bon. C'est un peu barré comme idée, mais à la limite on s'en fiche, c'est pas ça l'important. L'important c'est ce qu'il y a derrière cette idée. Et derrière cette idée, on retrouve encore cette motivation qui est d'aller s'inspirer d'une discipline pour travailler dans une discipline différente. Voilà, donc on est encore dans la transversalité. J'ai pas besoin de vous expliquer que les virus informatiques, c'est pas pour rien qu'on les appelle des virus, c'est parce qu'ils ont un comportement très similaire aux virus biologiques, c'est-à-dire qu'ils se reproduisent grâce à des hôtes, et puis ils se répandent, etc. Voilà. Donc ça, c'est tous les ponts qui existent entre biologie et informatique. Donc maintenant, on a vu des exemples qui vont dans les 2 sens, et on voit aussi que ces ponts-là, en fait, ils sont très très vieux et ils existent pratiquement, ils sont pratiquement aussi âgés que l'informatique en tant que discipline elle-même. Voilà. Alors là-dedans, il y a quand même un truc très intéressant à remarquer, c'est que dans tous les exemples que je vous ai cités ici, ou dans tous les exemples précédents, c'est-à-dire les ponts qui vont dans l'autre sens, il y a un point commun, c'est l'intentionnalité. Ce que je veux dire par intentionnalité, c'est qu'à chaque fois dans les exemples que je vous ai donnés, c'est une démarche volontaire. Vous avez un scientifique qui est dans une discipline donnée, et volontairement, intentionnellement, il se dit « qu'est-ce qui se passe à côté ? Est-ce qu'à côté de moi, il n'y a pas des idées que je pourrais prendre et les récupérer à mon compte personnel ?» D'accord ? Donc c'est une démarche volontaire. Ça veut dire qu'à chaque fois, en fait, on est en train d'inventer des ponts et de les construire de toutes pièces. Et là, au bout d'un moment, il y a une question qui est en fait assez naturelle qu'on peut se poser. C'est est-ce que tous les ponts dont je suis en train de parler, entre biologie et informatique, et peut-être plus généralement entre d'autres disciplines, est-ce que dans ces ponts-là, il n'y a pas aussi une part de découverte plutôt que d'invention ? C'est-à-dire que est-ce qu'on n'est pas capable, en fait, de découvrir a posteriori des liens qui existaient avant même qu'on en ait eu conscience ? Est-ce que les ponts entre biologie et informatique sont uniquement des choses qu'on a construites, nous, de toutes pièces, comme par exemple les algogés ou les réseaux de neurones profonds ? Mais est-ce que, en fait, plus profondément que ça, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui nous préexistent, en fait, qui sont là avant même qu'on les trouve ? Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on les trouve, en fait, on ne les a pas inventés, on les a juste découverts. Et bien, en fait, ça existe. Il y en a beaucoup. Et je serais tenté de dire, de manière un peu asymptotique, que finalement, on n'a peut-être pas inventé grand-chose au final. Et peut-être que tout existait déjà avant nous dans la nature. Et ça, c'est assez fascinant quand on commence à réaliser, entre guillemets, l'ampleur des dégâts. Alors, figurez-vous que, alors je l'avais dit tout à l'heure un petit peu, la première fois qu'on a fait le lien entre la manière dont le génome fonctionne et la manière dont un ordinateur fonctionne, c'était sous forme de métaphore. C'était dans les années 70. Et bien en fait, on a découvert, alors j'hésite à dire découvert, mais disons qu'on est pratiquement certain aujourd'hui qu'il ne s'agit pas que d'une métaphore. Et ce n'est pas pour rien qu'on parle du code génétique et de l'expression ou de l'exécution du code génétique aujourd'hui, comme si on parlait d'un code informatique. En fait,
On sait aujourd'hui, et c'est en partie grâce à Antoine Danchin dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un biologiste français, on sait aujourd'hui avec une quasi-certitude que les cellules biologiques fonctionnent comme des ordinateurs et que ce n'est pas juste une métaphore, c'est une réalité. Alors, quel est le point fondamental qui nous permet aujourd'hui, alors que dans les années 70, on ne savait pas le dire, quel est le point fondamental qui nous permet de dire qu'une cellule biologique aujourd'hui, c'est un ordinateur à part entière? C'est le fait qu'on soit capable de distinguer le programme de la machine qui exécute le programme. Voilà. Ça, dans les années 70, on ne le savait pas. On le sait depuis moins longtemps. Et c'est complètement conforme aux principes énoncés tout à fait au début de l'informatique par Turing et von Neumann. Vous savez que dans les ordinateurs qu'on utilise aujourd'hui, il y a une distinction très claire entre un programme d'un côté, qui est une forme de données statiques, et une machine, une infrastructure qui, elle, est dynamique, qui va exécuter le programme pour, typiquement, produire des effets de bord. Et bien aujourd'hui, on sait que c'est la même chose dans les cellules biologiques. Dans les cellules biologiques, on sait qu'il y a une distinction très précise et bien claire entre, d'un côté, le code génétique, qui est le programme, et de l'autre côté, la cellule, qui va être en charge d'exécuter ce programme. Et ça a des conséquences assez fascinantes dans le monde biologique. C'est que depuis qu'on sait ça, on sait faire des tas de trucs assez incroyables, comme par exemple faire de la transplantation génomique. Alors la transplantation génomique, ça veut dire qu'aujourd'hui, les biologistes sont capables de prendre du code génétique dans une cellule et d'aller l'incorporer dans une autre cellule. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans une autre cellule qui n'a rien à voir a priori, hein. Deux cellules complètement différentes, c'est même pas deux cellules identiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous prenez un programme biologique quelque part, et vous allez l'exécuter sur un autre ordinateur, dans une autre cellule. La conséquence de ça, c'est que la cellule hôte qui sert d'ordinateur, elle va fonctionner d'une manière différente de son fonctionnement naturel, parce que vous avez changé le programme qu'elle exécute. C'est assez incroyable, non? Non? Vous ne trouvez pas? Bon. Moi, quand j'ai découvert ça, j'étais totalement fasciné, hein. D'accord? Et ça, on est capable de le faire simplement parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a une distinction très nette entre la cellule et son code génétique. En fait, le code génétique, d'une certaine manière, c'est comme si on pouvait l'interchanger maintenant. Voilà. Alors, à partir de là, on peut encore aller plus loin. On peut fabriquer ce que les biologistes appellent des ordinateurs cellulaires. Alors là, l'idée, c'est quoi? C'est d'utiliser des cellules comme ordinateurs, mais cette fois-ci, au lieu d'aller prendre du code génétique qui existe dans une cellule et aller l'exécuter dans une autre, vous allez, vous, en tant que biochimiste, fabriquer vous-même un nouveau programme génétique de toute pièce, sans qu'il soit extrait d'une cellule qui existait auparavant, et le faire exécuter dans une cellule qui, elle, existe dans la nature. Donc là, vous avez créé un nouveau programme qui est juste encodé sous la forme d'un génome. D'accord ? Voilà. Et puis finalement, par extension de ça, tout ce qu'aujourd'hui on appelle l'ingénierie génétique est basé sur cette notion-là, cette notion que les cellules sont en fait des ordinateurs à part entière. Dans l'ingénierie génétique, on fait des trucs de fou aujourd'hui, hein, notamment dans le domaine par exemple des soins, des maladies comme le cancer, etc. On utilise par exemple des virus pour transporter des fragments de code génétique dans des cellules. Ce fragment génétique qui est transporté par le virus va infecter la cellule cible, va peut-être aller jusqu'au noyau de la cellule, pour remplacer des morceaux de code génétique entre guillemets défectueux par celui que le virus a transporté, dans l'espoir de soigner la cellule en question. Ça va très très loin aujourd'hui, d'accord, toutes ces techniques-là. Et en fait, toutes ces techniques-là sont rendues possibles juste parce qu'en fait, aujourd'hui, on sait que les cellules sont des ordinateurs. Alors l'autre conséquence, c'est que quand on voit ça, on a envie de se dire, ok, finalement, nous autres informaticiens, on n'a pas inventé l'informatique. L'informatique, la notion de programmation, la notion d'exécution de code, elle existait déjà dans la nature depuis à peu près 4 milliards d'années. Ça la fout mal pour nous. D'accord ? Parce que finalement, on n'a pas inventé grand-chose. Et ça se trouve, on n'a rien inventé du tout. Tout est déjà là dans la nature. C'est assez fascinant. Alors ça, c'est intéressant. Si vous prenez l'autre bout de la lorgnette, si vous regardez dans l'autre sens, il y a aussi quelque chose d'assez fascinant dans la nature qui a été découvert assez récemment, et en fait en 2003, pour être précis. Dans la discipline qu'on appelle les réseaux biologiques, il y a des gens, en particulier Yuri Alon, un biologiste israélien dont j'ai déjà parlé précédemment, qui a découvert que dans certains systèmes, dans certains réseaux biologiques macrocellulaires, il a observé des principes que nous, on aurait tendance à considérer comme étant des principes de génie logiciel.
C'est-à-dire qu'il a observé qu'il y avait une certaine forme de modularité, de robustesse et même de redondance, un peu comme les Klingons qui ont 2 cœurs, parce que comme ça, s'il y en a un qui lâche, ben, le deuxième est toujours là. Donc dans ces systèmes-là, il y a de la redondance. Ça veut dire qu'en fait, c'est des systèmes macrocellulaires dans lesquels les fonctions de l'organisme ne sont pas exécutées par un composant unique, mais que ce composant existe en plusieurs exemplaires. Du coup, s'il y en a un qui clame, ben, il y en a un autre qui prend le relais. Alors ça vous fait sûrement penser, si vous avez fait un peu de parallélisme, sûrement ça vous fait penser à des choses, non? Parallélisme ou de la distribution, non? La duplication de l'information, c'est à ça que ça sert, c'est à augmenter la robustesse des systèmes. Si vous avez un ordinateur multicœur et qu'un cœur tombe en rade, ben, il vous en reste un autre, c'est cool. Voilà. Il a aussi observé certaines formes de modularité, c'est-à-dire que des organismes à grande échelle sont composés de sous-organismes qui, eux, sont là pour effectuer certaines tâches plus spécifiques, et qu'après tout ça, ça produit une macro-organisation. D'accord ? Alors nous, quand on voit ça, on se dit, mais la modularité, la robustesse, tous ces trucs-là, c'est des grands principes de génie logiciel. D'accord ? Voilà. Eh ben, on ne les a pas inventés, ces principes-là non plus. Ils existent dans la nature depuis, alors peut-être pas 4 milliards d'années, mais depuis un certain temps. Et ça aussi, c'est assez fascinant à découvrir. Voilà. Alors je répète, ici l'histoire, c'est de se rendre compte que parmi tous les ponts qui existent entre biologie et informatique, il y en a qu'on se crée de toutes pièces en tant que scientifique, donc on les invente, mais finalement quand on creuse un peu, ben, on se rend compte qu'il y a des ponts qui existent et qui sont là depuis que la biologie existe, c'est-à-dire depuis la naissance de l'univers. Et ça c'est assez fascinant parce que ça veut dire que dans le fond, on n'a pas inventé grand-chose, tout existait déjà. Alors, à ce stade-là, il faut que je vous présente 2 personnages assez importants dans le monde scientifique. Ça va me permettre de vous expliquer pourquoi toutes ces découvertes dont je viens de vous parler sont pas encore suffisamment, ne suffisent pas à expliquer cette soif de transversalité qu'on a. Alors, les 2 personnages en question sont le bricoleur et l'ingénieur. Alors, ces 2 personnes qui sont très importantes dans le monde scientifique et aussi dans le monde biologique, voilà ce que dit François Jacob sur la sélection naturelle et l'évolution. Alors c'est à partir de là que la notion de bricolage en fait a été introduite dans les sciences. En fait, c'est à travers lui, enfin à travers la biologie. Donc, alors il parlait de la sélection naturelle en disant la sélection naturelle, ça marche un peu comme du bricolage, c'est-à-dire que c'est un peu comme un bricoleur qui ne sait pas vraiment ce qu'il fait, qui ne sait pas vraiment ce qu'il produit, et l'évolution elle-même, au sens biologique du terme, fonctionne un peu comme un bricoleur qui, pendant des millions et des millions d'années, va progressivement et très lentement modifier son travail pour l'adapter à de nouveaux usages. Voilà. Donc la vision de François Jacob, très très tôt dans les sciences, donc début du XXe siècle, c'est que finalement dans la nature, il n'y a qu'un seul truc que la nature sait faire, c'est bricoler, et sans avoir véritablement de notion bien précise de ce qu'on est en train de faire. Bon, d'accord, jusque-là, pas de problème. François Jacob dit ensuite la chose suivante dans la même littérature. L'évolution est très très loin de la perfection. Alors souvent les gens disent la nature c'est fabuleux, c'est un miracle, c'est magnifique, c'est beau, c'est parfait. La nature est loin d'être parfaite, mais alors très très loin. C'est un point d'ailleurs, alors ça c'est François Jacob toujours qui parle, il dit c'est un point qui a été répété constamment et de manière un peu désespérée par Darwin, notamment dans son bouquin sur le fondateur sur l'évolution, Origin of Species, par Darwin qui avait à combattre en permanence l'argument de la création parfaite. Alors l'argument de la création parfaite, c'est un petit peu des restes de croyances religieuses, de mythes, etc. Un Dieu créa le monde en 7 jours, c'est la création parfaite. Bon, en fait, dans la nature, ça ne se passe pas comme ça. Et dans son bouquin fondateur sur l'évolution des espèces, qui est donc très vieux, 1859, Darwin n'arrête pas, en fait, de parler des imperfections structurelles et fonctionnelles du monde réel. Voilà. Donc la nature est fondamentalement imparfaite. Alors, est-ce que maintenant, vous commencez à voir le lien avec l'échographie de ma fille ? Ou est-ce que je vous ai perdu déjà depuis une demi-heure ? On peut le dire comme ça. Vous vous rappelez de l'échographie et de tout ce que l'obstétricienne était en train d'expliquer qui était bien, mais qui aurait pu mal tourner. Eh ben, en fait, on est dans le vif du sujet. Alors moi, j'ai toujours cru, là c'est à titre personnel que je vous parle, j'ai toujours considéré que la nature était loin d'être parfaite, mais je ne m'en étais pas vraiment rendu compte
enfin, je ne m'étais pas vraiment rendu compte de à quel point la nature était en fait complètement bancale, jusqu'à faire tout ce travail et à découvrir par exemple, je ne sais pas si vous le savez, mais dans l'espèce humaine, il y a une grossesse sur 2 qui échoue aujourd'hui. Simplement, ce qui se passe, c'est que la plupart des grossesses qui ne vont pas à terme arrivent à ce qu'on appelle un avortement spontané dans les tout premiers jours ou les quelques premières semaines de la conception, et que dans ce cas-là, l'organisme qui était en cours de formation, il disparaît sans même que les parents ou même la mère s'en rendent compte. D'accord ? Donc les 3/4 du temps, vous ne vous en rendez pas compte. Mais chez nous, les humains, en fait, il y a une grossesse sur 2 qui ne fonctionne pas, qui s'interrompt. C'est gigantesque. C'est un programme qui crache 50% des fois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, aller parler de perfection là-dedans, il faut s'accrocher quand même. D'accord ? Voilà. Alors, on continue dans la littérature de François Jacob, parce qu'on commence à avancer vers le point où je voulais en venir. Alors, l'action, et c'est là où ça va commencer un petit peu à diverger par contre. L'action de la sélection naturelle a souvent été comparée à celle d'un ingénieur. Ça, c'est François Jacob qui parle. Donc, effectivement, il vous dit, en fait, il se trouve que c'est vraiment pas une comparaison qui tient la route. Pourquoi ? Et c'est là où, personnellement, je commence à me démarquer un petit peu de tout ce qu'il raconte, avec tout le respect que je lui dois, prix Nobel de physiologie en 1965 et tout. Mais bon, voilà, il faut se replacer à l'époque, hein, c'était 1965, tout ça. Alors il dit, non, c'est pas une bonne comparaison de comparer la nature avec le travail d'un ingénieur, parce que l'ingénieur travaille par rapport à un plan qui a été préconçu. Ouais. Alors voilà, il y en a parmi vous là que je vois déjà commencer à sourire. En général, c'est ceux qui ont déjà commencé à bosser un petit peu. Alors l'ingénieur, donc, soi-disant, il travaillerait par rapport à un plan préconçu, et parce que les objets, accrochez-vous, c'est là que ça commence à dérailler sévère, et parce que les objets produits par un ingénieur, ou au moins par le bon ingénieur, approchent le niveau de perfection rendu possible par la technologie du moment. Oh là 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 là. Alors mon cher François, je suis au regret d'être en désaccord profond avec toi. Hein, alors si les ingénieurs faisaient du travail parfait, ça se saurait. Si les outils qu'on a aujourd'hui étaient parfaits, ça se saurait aussi. Citez-moi un langage de programmation qui vous a jamais mis des bâtons dans les roues. Ouais, c'est ça, voilà. Alors il y en a un qui va me dire C++, il n'y en a pas un qui va me dire Java. Merci. Lisp, ouais, merci beaucoup. Bref, vous voyez bien qu'à cette époque-là, il se trouve que les biologistes ont une vision un petit peu idéalisée du monde de l'informatique et plus généralement du monde de l'ingénierie. Parce qu'en fait, nous, on le sait très bien aujourd'hui. Nous, on est des ingénieurs, mais il ne faut pas croire qu'on travaille dans un monde parfait. Hein, on a les doigts dans le cambouis. On fait un petit peu n'importe quoi, il faut quand même le reconnaître, et nos outils ne sont pas nécessairement aussi bien adaptés à ce qu'on fait que les biologistes auraient tendance à vouloir croire. Alors, un des exemples particulièrement flagrants de ça, c'est le monde de la tech. Alors, le monde de la tech, vous connaissez tous le monde de la tech parce que vous êtes peut-être tous passés en sup et donc vous m'avez suivi pendant 3 heures sur ce sujet-là. Depuis, vous l'avez utilisé, non ? J'imagine, ouais. Voilà. Alors, si je vous parle de classe et de style LaTeX et de conflit, est-ce que ça vous évoque quelque chose ? Ouais. Non, peut-être pas forcément. Si vous n'avez pas développé de code LaTeX, ça ne va pas forcément vous parler. Mais par contre, laissez-moi vous poser la question différemment. Qui parmi vous a réussi à compiler du premier coup un document LaTeX ? Ouais, c'est ça, il n'y en a pas beaucoup. Oui, document, class, article, begin document and document, ça marche. Bon, alors je vous repose la question différemment. Est-ce que parmi vous, il y en a un qui ne se soit jamais battu à s'arracher les cheveux avec un document qui ne compile pas, parce que tel package a besoin de tel autre package qui se trouve avant mais qu'il fallait le mettre après, et que lui, il a redéfini un truc qui venait d'ailleurs et que j'ai intégré moi-même, et en le redéfinissant, mais du coup, ça a fait péter le truc d'à côté. Là, ça y est, ça commence à vous parler ? Oui ? Aussi. Voilà. Alors pourquoi je vous parle en particulier de LaTeX ? Parce que vous savez que LaTeX c'est un
la typographie en général, c'est un truc que j'aime bien, que le monde LaTeX, je connais pas mal. Et en fait, à cause de ses capacités d'intercession, parce que LaTeX, c'est un système de macros dans lesquels tout le monde peut redéfinir toute la galaxie, eh ben, c'est le foutoir complet en termes de génie logiciel, c'est n'importe quoi. Alors David Kastrup, qui est un personnage très important dans le monde LaTeX, le dit beaucoup mieux que moi, ça, avec d'ailleurs son sens de la diplomatie habituelle. Alors ça, c'est une de mes citations préférées, celle-là, je vais essayer de vous la traduire en français. J'adore cette citation, elle est presque affichée au-dessus de mon lit. LaTeX, alors ça c'est ce qu'il dit un jour dans une, je sais plus sur comp.text.tech, voilà, dans le newsgroup il y a au moins une quinzaine d'années. Alors il dit, c'est absolument génial, j'adore. Il dit LaTeX, en fait qu'est-ce que c'est? C'est un méli-mélo et un gloubi-boulga largement inconsistant de primitives ad hoc et de solutions algorithmiques sans aucun concept général et sans aucune ligne directrice que vous puissiez détecter. Boum, prends ça dans la tronche, Jamie Zawiński. Leslie l'emporte. Une chose comme un souci d'élégance ou une conception, alors pervasive c'est homogène et constante, est complètement absent. Vous pouvez vous battre avec lui pour lui faire faire à peu près n'importe quoi, même de la typographie, mais ça, c'est loin de la perfection. Voilà comment il décrit le monde de la tech. Et en fait, il a complètement raison. Le monde de la tech, dès que vous mettez un petit peu le nez dedans, vous vous rendez compte que c'est exactement comme ça que ça fonctionne. C'est le foutoir total. Alors c'est à tel point le foutoir total que moi, un jour, j'ai eu une épiphanie. Ça m'a pris un soir, une nuit avec un rêve bizarre, et un lundi matin, et je me suis réveillé après un rêve qui était en gros celui-là. J'avais passé la soirée à corriger un bug qu'on m'avait rapporté sur une des classes LaTeX que je maintiens. C'était probablement FixMe, mais je ne me rappelle plus. Et le bug en question, j'ai passé à peu près 3 heures sur le bug en question. Alors ce bug, en fait, il venait d'où? Il venait d'un conflit qu'il y avait entre 2 styles différents, qui avaient chacun implémenté une macro qui s'appelait de la même manière et qui se connaissaient. Les 2 styles se connaissaient, c'est-à-dire qu'ils savaient en fait ces 2 styles que quand les 2 étaient chargés en même temps, il y en avait un qui devait prendre le dessus pour cette macro. Donc il y en avait un qui devait entre guillemets dire moi j'abandonne ma version de la macro, je laisse au package numéro 2 le soin de redéfinir sa propre version. Mais en plus de ça, un de mes utilisateurs avait lui-même redéfini un truc dans lequel une de ses commandes était redéfinie. Il m'a fallu plus de 3 heures pour détecter d'où venait le problème. Et le problème, en fait, il venait d'un utilisateur unique. Parce que lui-même avait redéfini un truc qui avait été redéfini auparavant 2 fois de suite. Alors, aller débugger un truc comme ça, c'est juste l'enfer. Aller détecter le bug, c'est juste l'enfer. Aller le corriger, c'est l'enfer dans l'enfer. Parce qu'en fait, moi, il fallait que j'ai conscience que ces 2 packages existaient, qu'on risquait de les utiliser dans un document utilisant ma classe, que ces 2 packages redéfinissaient 2 fois la même primitive portant le même nom, et moi j'avais la responsabilité de corriger ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aberration à laquelle on arrive. C'est-à-dire que là, en fait, je suis pas, pendant tout ce temps de développement, je ne suis pas en train de développer la classe elle-même, je ne suis pas en train de faire évoluer mon système. Je ne suis pas en train de rajouter des nouvelles fonctionnalités, etc. Je le mets sur la table de chirurgie et je lui triture les tripes pour corriger des problèmes dont je ne suis pas responsable. D'accord? Donc ça m'a complètement énervé ce jour-là. J'ai très mal dormi, en fait j'ai fait des rêves bizarres tellement j'étais agacé. Et en fait à ce moment-là, j'ai failli laisser tomber complètement les classes et arrêter la maintenance tellement j'en avais marre. Et ce qui s'est passé, c'est un truc très rigolo, c'est que je me suis réveillé le matin en ayant fait ce rêve-là. C'est-à-dire que j'ai rêvé cette nuit-là que j'étais en train d'évoluer dans un monde biologique et j'ai repensé à l'échographie de ma fille et toutes les imperfections qu'on risquait dans la biologie. Et d'une certaine manière, d'un seul coup, j'ai eu cette idée que dans le monde informatique, c'est exactement la même chose, et en particulier en LaTeX, tout ce que vous risquez de conflits entre classes et styles, c'est exactement ce qui se passe au niveau de la biologie cellulaire. Et l'image que j'avais en me réveillant, c'était celle-là. C'était d'un document LaTeX que vous voyez ici, d'accord, d'une cellule que vous voyez là. Et finalement, ça marche exactement de la même manière. Pourquoi? Parce que regardez, à l'intérieur d'un document LaTeX, vous savez qu'en haut, vous avez le préambule.
Le préambule, c'est l'endroit où vous appelez use package et compagnie. Qu'est-ce que font toutes ces commandes? Elles chargent des nouveaux morceaux de code à l'intérieur de votre document. D'accord? Bon, le document à la base, c'est document class. C'est un petit peu le noyau du document. C'est le code génétique qui va définir les critères morphologiques de votre document final. Quand vous faites use package, vous incorporez du matériel génétech, je serais censé te dire, à l'intérieur de votre document et vous contaminez le code de départ par du code qui n'était pas prévu. Les virus font exactement ça. Un virus, c'est une petite bête qui vient infecter une cellule en rajoutant du matériel génétique, c'est-à-dire en rajoutant des nouvelles instructions biologiques à l'intérieur du code qui existait déjà. C'est exactement pareil. Et ça m'a tellement fasciné, cette idée, que j'ai fait quelques mois de recherche sur le sujet. Je me suis considérablement documenté sur la biologie, sur notamment la virologie et sur la biologie cellulaire. Et ça a donné lieu à un article dont je vous donnerai les références si ça vous intéresse. Et en fait, croyez-moi sur parole, parce que je ne peux pas vous en parler pendant 3 heures, mais le nombre d'analogies qu'il y a entre le fonctionnement du monde tech et le monde de la biologie cellulaire et des virus, c'est hallucinant. Ça fonctionne exactement de la même manière. Et ça, c'est une découverte, ce n'est pas une invention. On ne l'a pas fait exprès. D'accord ? Voilà. C'est encore plus fascinant. Voilà. Donc ça, c'est le déclenchement. Pouf, l'étincelle. Finalement, la bio et l'informatique, c'est pareil. Et en plus de ça, en informatique, on croit qu'on a inventé des choses, mais finalement, il y avait déjà pratiquement tout dans la nature. Alors ça, c'est quand même assez impressionnant. Donc pour résumer tout ça, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que d'après tout ce qu'on a vu, on sait que dans les années 70 par là, la vision qu'avaient les biologistes, c'était que la nature fonctionne comme un bricoleur qui fait des trucs sans trop comprendre ce qu'il fait et un peu comme ça, les doigts dans le cambouis, par opposition à un ingénieur qui, lui, est censé travailler proprement avec des bons principes et atteindre la perfection que lui permettent les outils de l'époque. Bon. Ensuite, on s'est rendu compte aussi que bien qu'on ait cette vision principalement en termes de bricolage de ce que fait la biologie, on s'est rendu compte, grâce à des gens comme Yuri Alon, que même en biologie, même dans un monde bricolé, on retrouve des principes qui sont des bons principes de génie logiciel. La robustesse, la modularité, etc. etc. Et au final, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit, finalement, vous savez, une cellule, c'est un ordinateur. Le code génétique, c'est un programme. Il y a une distinction claire entre les deux. Donc finalement, tout ça, c'est pareil. Voilà. Ça, c'est un petit peu le résumé de tout ce qu'on a vu. Et bien en fait, il y a plus que ça. Pourquoi il y a plus que ça? Parce que d'une certaine manière, les biologistes qui ont conscience de raisonner dans un monde de bricolage, ils ont des leçons à nous donner, nous, informaticiens, qui quand même avons tendance à penser qu'on raisonne dans un monde beaucoup plus propre que le leur. Et ça, c'est pas forcément vrai, en fait. Voilà. Alors, Yuri Alon, il dit en fait que le programme aujourd'hui, il dit que le grand défi de la biologie aujourd'hui, c'est faire du reverse engineering à grande échelle sur la biologie moléculaire. Et moi, d'une certaine manière, j'ai envie de dire qu'on apprendrait plein de choses sur notre propre discipline si on faisait du reverse tinkering sur nos systèmes logiciels. C'est-à-dire que si on essayait de comprendre les mécanismes de bricolage qu'il y a dans les systèmes logiciels qu'on utilise à grande échelle aujourd'hui. Et en fait, cette espèce de reverse tinkering, c'est exactement ce que j'ai fait dans le monde de la tech, juste pour le fun. Et je suis sûr qu'on peut faire ça dans plein de domaines différents et qu'on apprendrait des tas de trucs très très intéressants. Voilà. Alors, je vous rassure, je ne suis pas le seul à penser qu'il y a beaucoup de bricolage dans le monde informatique. Il y a même Stéphanie Forrest en particulier qui dit ça très très bien. Elle dit, en tant que programmeur, on aime penser que nos produits sont le fruit d'un design très intelligent, etc. etc. Bon, je vous le fais rapidement. Mais en réalité, les systèmes logiciels aujourd'hui, ils évoluent de manière pas forcément prévue, à travers des actions de plein d'individus différents, et ça débouche sur des conséquences qui n'étaient pas anticipées au départ. Voilà. Et elle rajoute, on aurait beaucoup à gagner en regardant nos systèmes logiciels de grande échelle sous l'angle de la biologie évolutive, et puis voilà. Donc, au moins, on est d'accord. Alors, vous le reconnaissez, ce petit bonhomme ? Bon, en fait, c'est comme ça qu'on a tendance à voir nos systèmes logiciels aujourd'hui. Parce que pour nous, ou même nos systèmes informatiques en général, y compris le hardware d'ailleurs, pour nous, qu'est-ce que c'est qu'une machine ? Une machine, en fait, c'est un truc bête et méchant, complètement froid, qui exécute le code qu'on lui a demandé d'exécuter. Point final. La machine, c'est comme le Terminator, ça avance tout droit
en exécutant le programme qu'on lui a donné. Quelquefois, la machine ne fait pas ce qu'on voudrait, et donc elle se comporte de manière imprévisible. Il y a un bug, ça crache, on a un résultat qui n'est pas correct, ce n'était pas prévu. Mais si ça se produit, le bug, il n'est pas dans la machine continue à faire ce que vous lui avez dit de faire. Le bug, il est dans le programmeur qui lui a demandé de faire la chose qui n'est pas correcte. D'accord ? Donc même quand un système informatique produit un comportement imprévisible, ce n'est pas le système qui est imprévisible. L'ordinateur continue à être déterministe à 100%. Modulo les bit flips, les interférences électromagnétiques. Mais bon, voilà, vous m'avez compris. Voilà. Alors ça, c'est important. Alors pourquoi c'est important ? Parce que ça nous amène à un début d'explication sur cette idée qui persiste encore aujourd'hui, qui est que beaucoup d'informaticiens ont du mal à accepter qu'en fait, ils ne sont que des bricoleurs et que d'une certaine manière, l'ingénierie, c'est du pipeau. Alors voilà d'où ça vient, en fait. Il y a une différence que la plupart des gens n'arrivent pas à saisir, une différence entre ce qu'on appelle le déterminisme et la prévisibilité. Voilà. Les gens, en général, ont tendance à penser que si un système est déterministe, alors on va pouvoir prédire son comportement. Et en fait, ça, c'est complètement faux. Mais si vous gardez cette idée à l'esprit, alors vous croyez que vous évoluez dans un monde parfait en tant qu'ingénieur, et malheureusement, ce n'est pas le cas. Alors, Eiligan, alors ça, c'est une notion en fait, qui est très connue. Hein. D'ailleurs, une des premières personnes à avoir évoqué cette notion, c'est un météorologiste qui s'appelle Lorentz. Et c'est lui qui avait... vous avez tous entendu parler de l'effet papillon, oui ? Bon, voilà. En fait, l'effet papillon, c'est le nom vulgarisé de quelque chose qui est plus connu dans la théorie sous le nom de chaos déterministe. Alors, qu'est-ce que c'est que le chaos déterministe ? C'est expliqué par Eiligan de la manière suivante. Récemment, les physiciens ont fini par comprendre que même les systèmes étudiés par la mécanique classique peuvent se comporter d'une manière imprévisible en pratique, alors que ces systèmes-là sont normalement complètement déterministes sur le principe, leur comportement devient complètement erratique. Voilà. Donc vous avez un système déterministe, normalement on comprend exactement comment il fonctionne, et quand vous le mettez en route, ce système, vous obtenez n'importe quoi. Des trucs qui n'étaient pas du tout prévus, éventuellement pas conformes à ce qui était attendu, et malgré tout ça existe. C'est ça qu'on appelle le chaos déterministe. Alors le chaos déterministe, en fait, ça vient du fait qu'il y a une différence entre déterminisme et prédiction. 1 minute, il me reste ? Eh ben, disons, ça va être chaud. Merci. Alors, mais en fait, ça peut se comprendre quand même. Ça peut se comprendre pourquoi ? Parce que imaginez que l'univers soit complètement déterministe. C'est une probabilité. Vous pouvez imaginer un système complètement déterministe qui obéit à des règles, mais pour comprendre comment ce système fonctionne, il vous faudrait par exemple une quantité infinie d'informations sur les conditions initiales. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous pouvez très bien avoir un système complètement déterministe, mais comme vous ne connaissez pas les conditions initiales, vous ne pourrez jamais prévoir comment le système va évoluer. Une autre possibilité, c'est la création d'informations au sens de Shannon. Si vous avez un système complètement déterministe, mais dont l'effet c'est de produire une nouvelle information et éventuellement de se modifier lui-même, alors vous ne pourrez pas prévoir l'évolution du système en question. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est déterministe qu'on est forcément prévisible. D'accord ? Et ça, c'est malheureusement une confusion qui est très souvent faite, et même chez les biologistes d'ailleurs. Par exemple, en biologie, il y a un courant aujourd'hui qui s'appelle la biologie moléculaire déterministe. Il y a des biologistes qui prétendent que peut-être la biologie moléculaire peut être complètement expliquée par un système complètement déterministe. On serait capable de modéliser complètement la biologie moléculaire. J'aime beaucoup cette idée. Et alors là-dedans, il y a des gens qu'on appelle les réductionnistes qui hurlent et qui disent « Waouh, mais c'est horrible de dire un truc pareil parce que si la biologie moléculaire était complètement déterministe, ça voudrait dire qu'on pourrait prévoir ce qui va se passer et donc en fait on serait Dieu parce qu'on pourrait expliquer le comportement de toute la biologie dans son ensemble. » C'est absolument pas ça que ça veut dire. Encore une fois, parce qu'un système déterministe n'est pas forcément prévisible ensuite. D'accord ? Voilà. Alors, il y a une autre théorie vachement intéressante en biologie qu'on appelle les mutations adaptatives. Alors ça, c'est certains biologistes qui aujourd'hui pensent que la mutation, contrairement à ce que Darwin disait, qui normalement est due à ce qu'on appelle du hasard, serait en fait programmée. C'est-à-dire que la mutation des organismes a été programmée dans le code génétique. Et tout ce qu'on observe dans l'évolution darwinienne, qui n'est plus darwinienne aujourd'hui, l'évolution des systèmes biologiques depuis la naissance des premiers organismes jusqu'à aujourd'hui, ne serait pas le fruit du hasard,
mais de mutations qui auraient déjà été programmées avant. Est-ce que ça ne vous évoque pas quelque chose, ça? Parce que quand je vous parle de mutations programmées, alors ça fait bondir les réductionnistes. Eh bien non, justement, parce que random, c'est du hasard. Alors l'implémentation, elle revient à dire quoi? Une mutation programmée, c'est quoi? C'est du code génétique qui produit un nouveau code génétique, voire même du code génétique qui se modifie tout seul pour muter. Alors comment on appelle ça en informatique? La métaprogrammation ou la réflexivité. Voilà, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, les enfants. Les langages réflexifs, l'intercession, l'introspection, tous ces trucs-là, on ne les a pas inventés non plus. Si ça se trouve, c'est la nature qui les a déjà inventés avant nous. Pas de bol. Encore un truc dont on croyait être les inventeurs et qui existait avant nous. Voilà. Alors ça commence à expliquer pourquoi on est réticent sur cette idée de travailler dans un monde qui est bricolé et pas parfait. Mais ça suffit encore pas. Déjà, on a fait un progrès si on accepte que les systèmes, même biologiques, pourraient être déterministes et pas prévisibles. Et moi, j'aime beaucoup cette idée parce que d'une certaine manière, ça veut dire que le hasard n'existe pas. Le hasard, en fait, c'est juste quand on ne comprend pas un phénomène, on dit c'est du hasard. Mais finalement, le hasard, d'une certaine manière, on pourrait très bien considérer que c'est des choses complètement déterministes. C'est juste que nous, aujourd'hui, on n'a pas encore compris comment ça fonctionne. Et donc, on appelle ça du hasard. Voilà. Alors, ça suffit quand même pas à tout expliquer, parce qu'il y a une autre notion importante chez les humains en particulier, c'est la notion de contrôle. Et c'est là qu'on rebondit sur ce que racontait Olivier tout à l'heure. Richard Gabriel, dans un essai que je vous encourage à lire, parce qu'il est vraiment exceptionnel, qui s'appelle Conscious Software, le software logiciel conscient, il explique la chose suivante. On pense qu'on a le contrôle sur le software qu'on écrit. Pourquoi? Parce que c'est le résultat d'un processus de conception consciente de notre part qui suit des spécifications rigoureuses, etc. etc. Et puis des phases de test bien mises en place. Weizenbaum, il écrit un autre truc que je ne vais pas vous détailler en détail, mais il explique le processus émotionnel par lequel le débugage peut vous rendre fou. Et il vous explique en fait que quand vous avez un bug dans un programme, au début vous êtes vachement excité en fait, parce que c'est super rigolo d'aller à la chasse aux bugs. Et puis si le bug vous résiste, vous êtes de moins en moins excité, vous êtes de plus en plus énervé, et vous finissez par être en colère et devenir complètement hystérique, comme moi quand j'étais en train de maintenir mes classes LaTeX. Et pour quelle raison? En fait, parce que le logiciel buggé que vous n'arrivez pas à débugger, il est en train de vous échapper. C'est-à-dire que vous perdez le contrôle que vous avez dessus. D'accord? Et ça, c'est aussi quelque chose de fondamental pour nous, parce qu'on a tendance à penser que parce qu'un modèle est déterministe, alors on va pouvoir prévoir son comportement, première erreur, mais que si en plus de ça, on est capable de prévoir le comportement d'un système, alors ça veut dire qu'on a le contrôle dessus. Deuxième grosse erreur. Voilà. Et c'est là que les machines se soulèvent, en fait. Parce que si vous commencez à imaginer que vous perdez le contrôle sur les machines, vous obtenez quoi? Ce gentil bonhomme qui est là. Et alors ça, c'est très intéressant aussi parce que la science-fiction vous le dit. Et la science-fiction, en fait, elle nous le dit depuis bien longtemps avant que l'informatique existe. Dans la science-fiction, si vous regardez pratiquement, mettons 90% des cas où les machines émergent, deviennent conscientes, et donc où on perd le contrôle sur les machines, ça aboutit à quoi? À la catastrophe. Donc le Terminator, il est là pour éradiquer les humains. Les Cylons dans Galactica, ils sont là pour éradiquer les humains qui les ont créés, même combat. Les machines dans Matrix, elles ont réduit les humains à l'état de légumes qu'on cultive. Donc en gros, à chaque fois qu'une machine devient consciente, c'est la catastrophe pour l'humanité. D'accord ? Alors, la science-fiction vous montre nos instincts, puis nos craintes et nos peurs les plus profondes. Et c'est ça que ça vous raconte. Ça vous raconte que vous avez peur de perdre le contrôle sur les machines que vous créez. Voilà. Et la science-fiction vous dit ça. Peut-être à une exception, c'est le lieutenant-commandeur Data dans Star Trek. Je ne sais pas si vous êtes des fans de... Yes, vous êtes des fans de Star Trek, moi aussi. Alors lui, il est très intéressant, c'est peut-être un ovni dans le monde de la SF. C'est peut-être pas le seul, mais une des rares machines émergentes à être complètement inoffensive. Data, c'est le robot le plus sympa de toute la galaxie, en gros. Mais alors en fait, il y a un paradoxe qui explique ça, c'est que Data, dans sa vie, il a un but, c'est de devenir humain. Pourquoi? Parce que Data, c'est un robot conscient, c'est une forme de vie, c'est même le seul représentant de son espèce, mais il a un problème, c'est qu'il ne ressent aucune émotion.
Et toute sa vie est tournée vers un seul but dans Star Trek, arriver à ressentir les émotions comme les humains. Alors pourquoi c'est un paradoxe? Parce qu'en fait, la vision de la perfection pour Data, c'est de devenir un humain. Il se sentirait parfait s'il était devenu complètement humain. Mais devenir humain pour lui, c'est-à-dire atteindre la perfection, c'est ressentir des émotions, ce qui est en fait exactement les choses que nous, en tant qu'humains, on considère qui nous rendent imparfaits. Si on ressent des émotions, ça entrave notre jugement, notre objectivité, et donc ça fait de nous des machines biologiques imparfaites. On serait parfait si on était froid comme le Terminator. Ouais, donc c'est complètement paradoxal, et ça explique en fait pourquoi Data est peut-être un des rares représentants dans la science-fiction de machines qui échappent à notre contrôle, mais qui pourtant sont des machines complètement inoffensives. Mais toutes les autres sont des machines très dangereuses. Alors figurez-vous qu'il y a un truc très intéressant encore là derrière, c'est que la question qui se pose, c'est si jamais vous perdez le contrôle sur vos machines, si jamais on perd le contrôle sur le logiciel qu'on écrit, alors qui c'est qui va contrôler le logiciel? Qui c'est qui va contrôler les machines? Des suggestions, s'il vous plaît. Eh bien, elles-mêmes. Si vous ne contrôlez plus les machines ou les logiciels que vous écrivez, il faut que les logiciels ou les machines que vous concevez se contrôlent elles-mêmes ou eux-mêmes. D'accord? L'autocontrôle. Voilà. Eh bien, figurez-vous que ça existe dans la nature. C'est encore un truc totalement fascinant, ça s'appelle le paléome. Dans notre code génétique, on a quelque chose qui s'appelle le paléome, qui est une partie de notre code génétique très très ancien, qui remonte à la nuit des temps, qui n'a aucune fonction dans notre organisme, si ce n'est de faire de la maintenance et de la réparation. Et normalement, c'est presque même du code génétique qui, les 3/4 du temps, est dormant. Et de temps en temps, ça se réveille, et ça vient faire des opérations de maintenance. C'est assez fascinant de se dire ça. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un organisme biologique, il a une fonction, la fonction nourrir, se reproduire, etc. etc. Et à l'intérieur de ça, il y a des morceaux de code qui ne servent pas au fonctionnement de l'organisme en question, qui servent juste à le maintenir en bon état et à le réparer en cas de dégâts. Maintenant, ces réparations, ça vous évoque quoi? En termes logiciels, la maintenance, c'est du génie logiciel, l'évolution du logiciel, le développement, le débugage, tous ces trucs-là, c'est ce qu'on fait. Et la nature le fait déjà. Voilà. Alors, si la nature le fait, ça veut dire qu'on ne l'a pas inventé non plus. Et alors, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que cette idée d'autocontrôle des machines existe déjà partiellement. Alors, Olivier a un petit peu parlé tout à l'heure de l'émergence en intelligence artificielle. Je vais vous donner juste un exemple d'un système, on appelle ça l'autopoïésis. Un système autopoïétique, c'est un système qui se contrôle tout seul. Et ça existe depuis presque le début de l'informatique. La première fois que ça a existé, en fait, c'est dans le langage Lisp. Je suis obligé de vous caler du Lisp à un moment ou à un autre dans tout ce que je vous raconte. Bon. Alors, est-ce que tout le monde voit ce que c'est qu'un garbage collector? Ou un ramasse-miettes? Oui, vous voyez ce que c'est? Donc, est-ce que tout le monde le voit ou pas? Oui. Tout le monde a entendu parler de ça. Bon, la mémoire n'est pas gérée explicitement par le programmeur, mais il y a un système qui collecte les zones de mémoire qui sont inutilisées et qui les met à la poubelle. Bon, vous savez tous ce que c'est, donc un garbage collector. Ça date des années 50 et c'est McCarthy qui a inventé le premier dans le langage Lisp. Ce que vous ne savez sans doute pas, c'est que quand McCarthy a fait ça, il avait un but, c'était de libérer le contrôle du programmeur. Et en fait, il a expliqué un peu plus tard que dans les premiers Lisp, il avait parfaitement conscience, dans les premiers Lisp où il n'y avait pas de garbage collection, il avait parfaitement conscience que le système était imparfait parce qu'il y avait des memory leaks partout, donc il y avait des fuites de mémoire à tire-larigot. Et à ce moment-là, il en avait parfaitement conscience, mais il s'est dit « je ne veux pas donner le contrôle de la mémoire au programmeur parce que ça va casser l'élégance du langage ». Donc, tant pis, je vais laisser le langage faire ses bidouilles toutes pourries et faire des fuites de mémoire dans tous les sens, mais a posteriori, je vais équiper le langage avec un système qu'il a appelé le garbage collector, qui va ramasser toutes les zones de mémoire qui ont fuité et les mettre à la poubelle et les gérer à la place de l'utilisateur. Alors ça, c'est intéressant pour deux raisons. Première raison, parce que McCarthy, de manière intentionnelle, a relâché du contrôle. Il a fait exprès de dire, j'ai dépassé de 15 minutes, ok, je m'arrête. Il a fait exprès de relâcher du contrôle et de dire, tant pis, c'est plus le programmeur qui contrôle le système, c'est le système qui va se contrôler tout seul. Et en faisant ça, c'est le deuxième point, il a créé un des premiers composants
d'un système autocontrôlé. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé le système évolue tout seul et vous n'avez plus la main dessus. D'accord ? Voilà. Alors comme j'ai dépassé, je vais passer sur le dernier truc. Ce que je vous encourage à faire, si ça vous intéresse, c'est d'aller lire un bouquin de science-fiction qui s'appelle L'échelle de Darwin, Darwin's Radio par Greg Bear, qui est un bouquin de SF très fascinant sur ce que je viens de vous raconter, mais au niveau de la biologie. C'est-à-dire, c'est de la science-fiction, hein, donc ça, c'est pas vrai, mais il vous raconte que l'évolution, à un moment donné chez l'espèce humaine, franchit un cap un peu discontinu, et que l'humain, à cause du paléome, se met à avoir une mutation soudaine, et branche vers une branche de mutants qui sont plus exactement les mêmes humains que les précédents. Voilà. Alors ça correspond exactement à ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire à mettre en jeu un système automatique de maintenance et de contrôle d'une espèce sur elle-même. En l'occurrence, il s'agit d'une espèce biologique. Voilà. Alors après, dans tout ça, il y a quand même des grands paradoxes, hein. Le paradoxe, c'est que normalement, on a tendance à croire que plus on comprend une chose, plus on est capable de créer des modèles déterministes, et donc plus on est capable de l'expliquer et donc de la contrôler. Et en fait, en informatique aujourd'hui, ce que la biologie nous a appris, c'est que ce qui se passe exactement l'inverse. C'est-à-dire que plus on creuse nos mondes informatiques à nous, et plus leur complexité augmente, plus en fait on se rend compte qu'on n'a plus du tout le contrôle. Voilà. Alors peut-être que la vraie solution, ça serait de laisser complètement, de lâcher complètement le contrôle. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a vraiment envie de le faire, hein, c'est-à-dire en particulier dans un système comme ça, où vous avez un module d'autocontrôle, qu'est-ce que vous mettez là-haut ? On ne sait pas. Le garbage collector, c'est un composant de ça, mais c'en est qu'un tout petit morceau. Avant d'avoir une machine complètement émergée, c'est-à-dire dotée de conscience, il va encore se passer beaucoup d'années, mais peut-être que ça arrivera un jour, comme disait Olivier tout à l'heure. Et puis finalement, une autre question que je laisse ouverte, est-ce qu'on a vraiment envie que ça se produise dans tous les domaines ? Une machine qui nous aide, qui fait le ménage, d'accord. Je ne suis pas forcément convaincu qu'on ait envie qu'un chirurgien robotique ait le contrôle de lui-même et qu'on le laisse triturer des patients humains sans aucun contrôle dessus. Voilà, donc ça dépend peut-être un petit peu aussi des applications, mais en tout cas c'est une question qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui, qui devient vraiment critique, l'émergence de l'autonomie dans les systèmes informatiques, étant donné la complexité à laquelle on fait face aujourd'hui dans tous les systèmes logiciels qu'on écrit, il est bien possible qu'on soit obligé de lâcher complètement le contrôle sur ces systèmes et de les laisser évoluer tout seuls, évolution au sens large, c'est-à-dire non seulement évoluer en termes de capacité, mais aussi évolution en termes de maintenance et de réparation, c'est-à-dire aller vers des systèmes qui se débuguent tout seuls et qui se corrigent tout seuls. C'est peut-être ça l'avenir de notre discipline. Voilà. Désolé pour le dépassement et je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre exposé. J'ai aussi un petit lien transversal à faire avec ce que vous avez dit quant à la prédictibilité et le déterminisme. Peut-être quand la salle sera plus silencieuse. D'accord. Socrate et Platon, le monde des idées et le monde empirique. L'un, le monde est parfait, l'autre, le monde de l'expérience n'est pas parfait. Comme ils ressortent l'idée du carré. On n'a jamais vu un carré, un vrai carré, mais pourtant son idée, il existe. Déterminisme, aussi l'opposition des mathématiques et de la physique. Les mathématiques ne sont qu'un modèle qui représente une réalité imparfaite qui est, par l'expérience qui est la physique. C'est comme si c'est un moulage et la réalité, c'est le moule. Et il y a aussi une petite phrase que j'aime beaucoup, c'est que la réalité serait une variable aléatoire dont l'espérance est la vérité. C'était juste une intervention un peu transversale par rapport à ce que vous disiez. Oui, j'avais une autre question. En sciences cognitives, il y a une différence entre les sciences qui sont plutôt bottom-up, où tu pars de rien et tu construis. Par exemple, ça va être créer des théorèmes ou des preuves où tu pars d'axiomes et tu construis au-dessus de ça. Et les sciences qui sont plus de la découverte, où tu as de la déconstruction, où tu as quelque chose et tu vas l'analyser. Est-ce que tu penses que cette distinction, elle a du sens ?
Et est-ce que c'est une distinction qui s'applique à ton modèle de différence entre bricolage et ingénierie? Je pense que cette distinction, elle est dans le processus d'acquisition de connaissances, pas dans le résultat. La manière dont tu parviens à un résultat, elle peut être bottom-up ou top-down. Tu peux casser des trucs pour les déconstruire et observer comment ils fonctionnent, ou tu peux créer une belle théorie puis ensuite voir si elle s'applique. C'est la manière de procéder qui change. Dans le résultat, fondamentalement, je ne pense pas qu'il y ait de différence en fait. Voilà. Ouais, vas-y. D'autres questions? J'ai une autre question, mais c'est plus de la biologie. Je ne sais pas si tu saurais y répondre. Vas-y, je vais essayer. Dans les machines de Turing, il y a un truc qui est super fondamental, c'est l'instruction jump. Ouais. Genre sans ça, c'est plus une machine de Turing, quoi, le fait qu'on puisse changer la façon dont on lit le programme. Oui. Et moi, dans tous les trucs de biologie que j'avais vus, c'était plutôt des trucs simples où tu lis une suite d'instructions, tu produis des choses, mais ce que tu lis n'a pas d'influence sur la façon dont tu vas revenir en arrière ou lire le programme. Est-ce que tu sais si en fait il y a des trucs comme ça qui... Ouais, ça dépasse mes compétences, mais je crois effectivement qu'il ne doit pas y avoir l'équivalent du jump pour des raisons chimiques en fait. D'accord. C'est pas possible de faire un saut d'une molécule vers une autre molécule. Ouais. C'est un truc comme ça. Mais est-ce que du coup il y a d'autres choses? Cela dit, ça gêne pas pour la Turing completeness. D'accord, okay. Parce que même si tu n'as pas de jump, tu peux créer tu peux produire des nouveaux segments de code qui eux-mêmes vont être exécutés plus tard. Okay. Voilà. Donc ça reste quand même Turing complet. Ok. Ouais. Tu parlais de quand on est réflexif et qu'on est déterministe, on n'est pas prévisible. On est bien d'accord que quand on pourrait simuler en mettant une machine dans un autre état et finalement avancer, c'est le fait que même si on change, on est quand même déterministe au final quand on est réflexif, non? Tu restes déterministe, sauf, tu restes déterministe en permanence. Ouais. Par contre, tu peux ne pas être prévisible à deux conditions. Soit tu n'as pas assez d'informations sur les conditions initiales du système pour expliquer comment aujourd'hui il marche. Alors soit tu ne disposes pas de ces informations, comme par exemple la naissance de l'univers, on n'est pas capable aujourd'hui de savoir comment c'était au départ dans la soupe initiale. Soit il te faudrait, ça c'est possible aussi, une quantité infinie d'informations pour décrire les conditions initiales du système. Donc là, tu ne peux pas prévoir, même si tu es déterministe. Et la deuxième possibilité, c'est la création d'informations. C'est-à-dire que quand un système, par exemple un système intercessif, est capable de se modifier tout seul, tu peux être déterministe, mais si le système change son comportement au cours du temps, tu as beau connaître les conditions initiales, tu n'auras aucun moyen de savoir ce qui va se passer ensuite. Et du coup, tu redeviens imprévisible. Okay. Et toi, ta vision de la biochimie, etc., c'est d'être déterministe, ou est-ce que tu penses que... Ouais, j'ai aucune preuve, évidemment, personne n'en a, mais par contre, moi je trouve cette idée très élégante et j'aime bien l'idée qu'en fait, en biologie, on est complètement déterministe. En fait, j'aime bien l'idée que le hasard, c'est juste des choses qu'on n'est pas encore capable de modéliser, mais qu'en fait, le hasard n'existe pas. En tant qu'informaticien qui aime bien les systèmes de règles, ça me plaît pas mal comme idée. D'accord, merci. Mais c'est juste personnel.